Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver au Presse Club. Autour d'un thème, on ne peut plus d'actualité, c'est formulé ainsi. Pourquoi les journalistes sont-ils autant détestés? Ça va même au-delà de la détestation, puisqu'on a vu dans les manifestations lancées depuis le 17 novembre dernier des journalistes molestés, insultés, et voire même menacés physiquement pour un certain nombre d'entre eux. Pour débattre de ce thème chaud sur lequel les invités ont beaucoup de trucs et beaucoup de réponses à formuler, Céline Pigalle, la directrice de la rédaction de BFM TV, Nicolas Charbonneau, directeur délégué des rédactions du Parisien, Yannick Le Tranchant, directeur de l'information du groupe France Télévisions, Philippe Delel, le directeur de l'ESJ, l'école supérieure du journalisme, et Christophe Deloire, on en parlait, le directeur de RCF, Reporters sans frontières. Pardon, oui, qui a lancé, qui a lancé cette pétition dont Nelson parlait tout à l'heure, liberté d'informer, à laquelle évidemment le Presse Club s'associe complètement parce que ça rejoint complètement le thème de ce soir. Alors les journalistes détestés, les journalistes montrés du doigt dans ce mouvement social d'ampleur dans le pays, je le disais depuis le 17 novembre, des journalistes auxquels on reproche beaucoup de choses, de mettre en scène l'information, d'avoir des liens trop serrés avec les politiques, d'être la courroie de transmission du pouvoir, quel que soit le pouvoir. Et dans nos carrières, on a tous entendu finalement les mêmes reproches. Mais là, évidemment, c'est exacerbé puisqu'on est arrivé à des images extrêmement fortes où on a vu des confrères, des consoeurs, des gens qui accompagnent maintenant les journalistes sur le terrain, notamment pour les chaînes d'infos, ce qui n'existait pas avant. On est obligé d'encadrer les journalistes pour les protéger. Donc ça veut dire qu'on est arrivé quand même dans un état de violence qui est quand même assez manifeste. Je parle juste une seconde avant de poser la première question à Céline de ce qui s'est passé aussi à France Bleu, bien que je ne fasse aucun lien, évidemment, mais j'ai eu l'honneur pendant plus de 2 ans de diriger ce réseau, l'incendie apparemment criminel à France Bleu Isère, qui a détruit une partie des installations. Je ne fais aucun lien, mais je dis voilà, ça rajoute à la violence qui est menée contre les journalistes en ce moment. Céline Pigalle, vous êtes la directrice de la rédaction de BFM TV. Alors parmi les médias qui sont ciblés, qui sont menacés, qui sont montrés du doigt pour leur couverture de l'information, il y a évidemment des groupes de presse, on en parlait avec Nicolas tout à l'heure, hein, il y a des groupes de presse écrite qui sont montrés du doigt. Je me souviens des incidents nominatifs avec des gens de la Dépêche du Midi, mais il y a BFM TV qui revient en boucle sur les critiques qui sont formulées. Pour lancer le débat et pour être vraiment très raccord, comment est-ce que vous expliquez cette montée de haine, avec l'expérience qui est la vôtre à BFM TV, envers les journalistes, envers vos journalistes? Alors, comme vous l'avez dit, il y a différentes critiques. Elles viennent de différents endroits et de différentes populations, et elles sont de différentes natures. Mais ce qu'on a connu de spécifique dans ce mouvement-là, nous, BFM TV, c'est 2 choses. Le fait d'être au cœur de l'attention, d'être leader, d'être très puissant dans l'espace public. Et ça nous vaut des critiques de toutes parts. Et par ailleurs, vraisemblablement, étions-nous, sans le savoir, une chaîne appréciée des Gilets jaunes avant même qu'ils ne soient Gilets jaunes. Il est vraisemblable qu'une partie de la population qui est allée dans la rue avec un gilet jaune appréciait BFM TV et regardait BFM TV. Et lorsque le mouvement a commencé, puisque c'était nous qui le regardaient, ils ont quasi automatiquement trouvé qu'il y avait trop de contradictions à leurs propos. Je sais, c'est paradoxal, parce que d'autres trouvaient qu'il n'y en avait pas du tout assez. Mais ils ont trouvé qu'on ne leur donnait pas encore suffisamment la parole et que surtout, on n'allait pas suffisamment dans leur sens. On ne relayait pas suffisamment ce qu'était leurs convictions d'une part, mais aussi leurs opinions et parfois leurs croyances. Il y a un exemple qui, à mon avis, résume tout. À l'issue du premier week-end, une bonne partie des Gilets jaunes, dans leur diversité, mais à travers parfois les mêmes réseaux pour s'informer, notamment Facebook, sur les mêmes pages, ont considéré que le premier week-end, ils étaient plus d'1 million sur les ronds-points, que nous avions, à la solde, pensait-il, du ministère de l'Intérieur, relayé l'information qu'ils n'étaient
que 300 000. Il y a une fausse information dont je ne sais pas si elle était en fake, si elle était fabriquée ou si elle était juste un malentendu, mais qui s'est largement diffusée parmi eux, disant qu'un syndicat de policiers savait de sources sûres qu'ils étaient plus d'1 million. Et ils se sont donc ensuite persuadés que nous avions souhaité le cacher pour minimiser leur mouvement. Céline, pardonnez-moi et de là est née leur colère. Vous avez raison de souligner l'incohérence qui est montée, me semble-t-il, hein, entre le bien qu'ont fait les chaînes info au sens large et BFM en premier à relayer un mouvement qui a donné peut-être d'ailleurs trop d'importance au mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que dans un premier temps, les Gilets jaunes ont été obligés de saluer le fait que la couverture était... Ils l'ont jamais salué. Non, mais enfin, ils s'en sont servis. Non, c'est grâce c'est à pas ce ça mouvement. Que je disais. Attendez, mais je voulais juste terminer ma démonstration. Il y a une incohérence à voir des gens aujourd'hui qui veulent molester, qui ciblent BFM TV et d'autres, alors que, évidemment, s'il n'y avait pas eu le relais des chaînes d'infos, le mouvement, peut-être, ne se serait pas inscrit de la même manière dans la temporalité et dans la place qu'il a prise dans la hiérarchisation des événements qui se passent dans ce pays. Mais en même temps, comment est-ce que vous... Il y a un reproche que les Gilets jaunes ne formulent pas de cette manière, mais que je vais essayer de formuler. C'est-à-dire que ce qu'on dit aux chaînes info et à BFM, c'est en fait, ce que vous cherchez, c'est peut-être pas à couvrir l'actualité, alors ils ne le formulent pas comme ça, mais c'est à faire l'actualité. Et ça, c'est un reproche... Ça, c'est pas les Gilets jaunes qui le disent. Non. Non, mais c'est pas les Gilets. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, il y a différentes critiques. Mais les Gilets jaunes ne disent pas ça. Qu'est-ce que vous répondez à celle-là? Je veux bien répondre à ça. Je veux juste finir sur une chose concernant les Gilets jaunes. C'est que donc, ils n'ont jamais pensé que nous étions un fidèle relais de leur mobilisation, puisque dès le premier week-end, ils s'en sont pris à une journaliste qui travaillait pour nous à Montpellier, à un journaliste sur les Champs-Élysées qui faisait un duplex. Donc, ils avaient une attente... Mais de leur point de vue, elle a été immédiatement déçue. Disant cela, je ne réponds pas sur comment nous avons couvert et est-ce que nous avons bien couvert. Donc maintenant, vous me demandez de répondre à une toute autre critique, celle-là adressée par une partie du monde politique et notamment l'exécutif, ou en tout cas la majorité. Oui, enfin, ou d'autres. Et au fond, une large partie des élites de ce pays. Des journalistes, nos propres confrères, un certain nombre de politiques, des grands chefs d'entreprise, enfin les élites de ce pays ont dit BFM TV en fait trop, ce qui d'ailleurs était une critique peu nouvelle, mais répétée à cette occasion-là, et on dit c'est vous qui les avez créés, ou en tout cas qui les avez amplifiés. C'est cette question à laquelle vous voulez que je réponde, cette question de l'amplification. Oui, de l'amplification ou du fait de mettre plus la caméra, de mettre plus l'image sur certains événements que sur d'autres. Vous l'avez entendu aussi, cette Oui, critique. Absolument. Alors, nous, assez simplement, à la veille du 17 novembre, si on se souvient bien d'ailleurs, la semaine précédente, le président de la République, à la faveur de son itinérance, était dans des territoires dont il considérait qu'ils sont plutôt déshérités, que c'était des gens plutôt exclus de l'histoire de la République. Et donc, on était déjà dans cette itinérance, on était déjà dans ce moment où on disait il y a une partie de la France qui n'est pas entendue, qui n'est pas représentée. On avait commencé à traiter cette thématique-là à travers des reportages, à travers des sujets et tout ça. Et on bascule de ce moment-là au moment où on comprend que il y a un problème autour du prix de l'essence, il y a un problème autour des 80 km/h, et soudain cette taxe, pour cette raison, est une sorte de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est vrai que la semaine qui précède le 17 novembre, on a le sentiment que se cristallise finalement une colère autour de tous ces éléments, que ça va être un moment important. Et comme BFM TV le fait quand il a le pressentiment que quelque chose d'important se passe, on déploie des caméras sur les différents ronds-points de France pour aller au-devant de ce mouvement. Alors, je vais passer la parole à Yannick parce que, directeur de l'info du groupe France Télévisions, puis il y a France Télévisions, il y a France Info TV. Quel regard vous portez, vous, sur la couverture par France Info TV des événements que nous vivons depuis le 17 novembre? Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'on s'est retrouvés quand même, je crois tous, face à un mouvement au début
assez diffus, assez confus, assez hétérogène. Et c'est vrai que on savait pas trop où ça allait aller. Ça démarrait, comme l'a dit Céline, sur des carrefours, en région, dont beaucoup, où parfois ils étaient 10, ils étaient 8, puis on s'est rendu compte que ça essaimait, donc qu'il se passait aussi quelque chose. Et c'est vrai que le point de départ, le vrai point de départ, on le voit, et Céline l'a rappelé, c'est un ras-le-bol fiscal, quoi. Bon, voilà, et qui prend une ampleur donc absolument dingue. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, et je vais revenir sur la manière dont on l'a traité, dont on a essayé de le traiter, ce type de mouvement-là, et là on le voit avec la violence qu'on peut voir, une violence d'abord verbale qui a été très, très, très forte. Alors, c'est pas la première fois qu'on s'en prend à des journalistes. Moi, j'ai été journaliste économique et social, j'ai fait des gros mouvements sociaux, j'ai fait des manifs, on se faisait secouer, hein, même organisés par la CGT. C'était dur, des grèves à la SNCF, à la RATP, la grève à Air France en 93 a été une grève assez dure, hein, donc on s'est fait secouer, un peu molester, mais jamais à ce point-là où on est dans le viseur, on est le bouc émissaire de un mouvement. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que la manière dont on le traite tous doit nous obliger, et c'est ce qu'on essaye de faire chaque jour, mais a fortiori dans ces moments-là, à nous questionner, nous. Parce qu'on a une déontologie, on a une éthique, sur la manière dont on traite les choses et la manière et la proportion qu'on donne au traitement. Et je pense que c'est important. Alors, sur France Info TV, pour être clair, Yannick, j'ai eu l'impression qu'il y avait une couverture qui était moins importante du mouvement des Gilets jaunes que sur BFM ou sur LCI ou sur CNews. C'est vrai, parce qu'on a une ligne éditoriale qui n'est pas la même, et c'est assumé, mais ça n'empêche pas que certains jours, on peut dire peut-être qu'on a trop fait ou pas assez. En tout cas, on a essayé très vite, notamment les fameux samedis, qui étaient des jours de manifestation, évidemment, fortes et parfois violentes. On a essayé, parce que c'est aussi notre credo, d'aller très vite sur le décryptage, la recontextualisation, parce que c'est notre rôle aussi. On est une chaîne de service public, un groupe de service public. Mais je vais vous faire une petite confidence, mais c'est quand même assez public. Quand on a décéléré parfois parce qu'on estimait que c'était trop, on l'a payé en audience. Mais je l'assume, parce que je m'en fous. C'est que si on estimait que le traitement avait été... nous, le bon traitement par rapport à notre déontologie, par rapport à notre réflexion, si ça ne marchait pas, je m'en fiche, quoi. Si on était plutôt content de ce qu'on avait fait, du traitement, du donner à comprendre qu'on essaye de faire, à la fois sur la chaîne Info ou dans nos autres rendez-vous, voilà. Mais oui, mais Yannick, aussi parce que le modèle économique de France Info TV n'est pas celui de BFM ou d'une chaîne d'info privée qui a besoin de publicité, donc d'audience. C'est vrai, on n'est pas forcément dans le même contexte, on a une ligne qui n'est pas la même, elle est assumée, mais en même temps... c'est pas facile quand on est face à un mouvement de ce type-là, parce qu'il faut être à la fois dans l'actualité, dans la relation de ce qui se passe, et c'était fort, il se passait donc énormément de choses, et il fallait trouver cet équilibre entre la narration, la relation de ce qui se passait, et le recul et le décryptage. Alors c'est très facile à dire après le cul sur sa chaise, hein, mais quand on est au quotidien avec les équipes, on se pose des questions, et je sais que Céline, elle s'en pose aussi, et on s'en pose tous sur la proportion. Et moi, j'insiste sur la responsabilité qu'on a, nous, et que les chaînes info ont, parce qu'on s'adresse au plus grand nombre, sur la proportion et la manière dont on traite les choses. Ce que dit en creux, après je passe la parole évidemment à tout le monde, ce que je comprends bien, Yannick, hein, avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup de circonvolution, c'est que peut-être certaines chaînes d'info, dont la leader, BFM, en a trop fait sur la couverture des Gilets jaunes. C'est bon, hein? Alors je voudrais répondre d'abord sur une première chose. J'ai pas fait la même chose parce que c'est pas ma ligne. Une première chose, c'est que ce qui est dit en creux aussi, c'est que, et c'est un soupçon qui nous est régulièrement adressé, que tout serait fait pour l'audience et envers et contre tout. Et moi, je voudrais vous dire que, étant la chaîne que nous sommes, et étant sur toutes sortes d'événements très concentrés, si nous n'avions pas montré certaines des images, si nous avions levé le pied sur certains événements graves qui se produisaient, on nous aurait fait le reproche inverse. On aurait dit, mais attendez, BFM TV, vous étiez BFM TV jusque-là, et puis là, ça vous intéresse pas? Il y a l'Arc de Triomphe en flammes, et vous étiez pas là? Ah bon? Mais qu'est-ce que vous faites?
on aurait fait ça. Et donc moi je dis que j'avais aussi une conviction éditoriale sur le fait que nous avons traversé et nous continuons de traverser une crise parfaitement historique. Ce qui se passe en ce moment, c'est la remise en cause de tout ce qui a été constitué dans ce pays au lendemain de la guerre, et c'est un reset global qu'on arrivera ou pas à faire, et si on n'y arrive pas, ça sera un vrai problème, mais c'est ça qui est en train de se passer. Et voilà pourquoi c'est très important. Donc, ce qui me motivait dans cette histoire, ce qui me motive et ce qui va me motiver, c'est de rendre compte de ce moment. Et pour ma part, je suis d'abord très heureuse de pouvoir le faire dans cette chaîne qui parle à beaucoup de gens. Ensuite, quand même, je voudrais dire que, néanmoins, je n'ai aucun mal à dire qu'il y a eu des imperfections dans ce traitement, évidemment, notamment dans une crise où il y a des tas de choses qu'on faisait qui, soudain, ont semblé intolérables. Et il faut qu'on l'entende, et il faut qu'on le change. Je vous donne un exemple. Martine Aubry disait l'autre jour, en parlant d'une chaîne info, et donc vraisemblablement de nous, qu'on avait titré à la veille d'un samedi « Veillée d'armes ». Et elle dit c'est quand même pas la Syrie. Et je voudrais vous dire que la presse, depuis au moins 50 ans, à la veille des grands mouvements sociaux, titre « Veillée d'armes ». C'est un poncif journalistique, c'est d'ailleurs une bonne raison pour l'abandonner. Mais voilà, c'est une bonne raison pour l'abandonner. Et c'est aussi une bonne raison pour l'abandonner parce que, comme les circonstances étaient plus électriques qu'à la veille d'autres mouvements sociaux, d'un seul coup, Veillée d'armes, c'est insupportable. Oui, parce que vous l'avez dit, Céline, c'est-à-dire qu'on est devant une crise qui est historique. Hein. Il y a des gens qui font une comparaison, et je passe la parole à Nicolas tout de suite pour avoir son expérience et sa vision, mais il y a des gens qui font un parallèle entre mai 68 et décembre 2018, en disant mai 68, c'est une crise d'étudiants plutôt bourgeois qui essaient d'emmener avec eux des ouvriers pour une nouvelle société dans laquelle eux, les étudiants, ils ont tout à gagner. Aujourd'hui, décembre 2018, c'est des gens qui n'ont rien à perdre. Donc c'est extrêmement différent, et vous avez raison, la crise est extrêmement profonde. Nicolas Charbonneau, bon, directeur délégué des rédactions du Parisien, mais aussi homme de radio, t'as bien connu CNews. Quelle vision, voilà, tu as cette multiple casquette, quelle vision tu portes sur notre question? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle haine, de telles menaces? Alors c'est intéressant parce que je crois que le thème du débat c'est pourquoi les journalistes sont-ils détestés? Et là vous venez d'employer, Eric, le terme de haine. Il y a un homme dont on n'a pas parlé, j'aimerais bien qu'on l'évoque quand même parce que on parle beaucoup des gilets jaunes, de ce que ça a provoqué. Moi, je crois qu'il y a eu un déclencheur. Et cette petite musique sur la détestation des médias, Jean-Luc Mélenchon, on la doit à Jean-Luc Mélenchon. Comment un élu de la République a pu, il y a quelques mois, et c'est passé, mais alors, comme une lettre à la poste. Imaginons si un leader du Front National avait dit ça. Il a eu cette phrase « La haine des médias est juste et saine ». Christophe, en 2 mots, c'est ça. Je m'adresse à Christophe parce que je sais qu'il partage. Lequel Jean-Luc Mélenchon a eu des propos envers les médias. Ça remonte un petit moment. Hein. Il s'était adressé à un de nos confrères dans la foule en s'adressant à son service d'ordre en disant sortez-moi cette vermine. Le mot de vermine est un mot de la part de Jean-Luc Mélenchon qui maîtrise plutôt bien le vocabulaire. C'est un mot qui renvoie à des choses qui sont quand même fortement désagréables. Je passe les propos qu'il a eus sur Radio France, France Bleu, des abrutis qu'il faut pourchasser. France Info. France Info. Je veux dire, on a là de la part d'un élu de la République, un sénateur, quelqu'un qui, depuis 40 ans, fait partie de certaines des plus hautes fonctions de la Ve République. Comment, à un moment donné, quelqu'un en responsabilité comme ça peut avoir ces mots-là sur une profession qui est par ailleurs contestable à bien des égards, critiquable. On fait plein de conneries tout le temps. Tout le temps, on fait aussi de temps en temps des conneries. Et puis je pense que tu as parlé de reset, je pense qu'effectivement, c'est peut-être l'occasion pour nous de faire une espèce de reset sur notre profession, sur ce qu'on fait par habitude, ce qu'on fait de façon pavlovienne à certains moments. Là, demain, il neige, on va faire plein de choses sur la neige, tu vas faire plein de choses sur la neige, bon. Et peut-être qu'il ne faudrait pas faire plein de choses sur la neige. Donc bon, on est perfectible largement, et peut-être qu'il n'y aura pas de neige. On est très largement perfectible, ça c'est encore une fois, c'est entendu. Mais une fois qu'on a dit ça, moi, sincèrement, je lui en veux. Parce qu'il a libéré la parole. Parce que cette petite musique qu'on entend sur les ronds-points, cette haine des médias et de ceux qui les dirigent est juste et saine. Enfin, je veux dire, il y a peu de pays au monde, peu de démocraties au monde, et là Christophe
où un élu de la République qui s'est présenté à la présidentielle, est arrivé pas dans les 3 premiers, mais presque, peut, je sais pas, justifier ça. Moi, j'ai du mal avec ça. Christophe. En fait, il y a malheureusement plein de pays où ça arrive aujourd'hui. Je parle de grandes démocraties. Hein. Alors, pensons aux États-Unis, évidemment, à Trump. Et le Trumpisme avait commencé avant Trump. C'est-à-dire que quand on interroge dans les États fédérés des États-Unis les journalistes sur place, la violence verbale à leur encontre, le refus de leur répondre, il était déjà le fait de très nombreux élus, et Trump est arrivé au niveau fédéral après, mais ça avait commencé avant. En Slovaquie, où un journaliste d'investigation a été assassiné l'an dernier, le Premier ministre social-démocrate, populiste social-démocrate, Robert Fico, a insulté les journalistes pendant 10 ans. Lorsqu'il lui posait des questions, y compris au Parlement européen, il les traitait de hyènes. Regardons ce qui se passe en Pologne, en Hongrie. En fait, c'est devenu extrêmement fréquent. Moi, je suis allé, j'ai vu le président serbe, et la Serbie, un des pays où malheureusement il y a une régression assez notable en ce moment. Alors, il a dit là, ça fait 6 mois, j'ai arrêté, j'ai compris mes erreurs, je ne redirai jamais. C'est un ancien... très jeune ministre de l'Information de Milosevic. Mais j'arrêterai de dire que telle chaîne américaine est américaine et de la CIA. Mais malheureusement, c'est devenu extrêmement commun parce qu'on est à un moment où on est peut-être dans une crise historique en France, mais on est plus largement dans une à mon sens, une triple crise internationale. Une crise démocratique, avec des responsables politiques qui se permettent ce genre de propos, et puis une régression dans de très nombreux pays de la croyance en les vertus de la démocratie. Et même aux États-Unis. Aujourd'hui, si on interroge la population américaine, les gens de 90 ans aux États-Unis disent à 71% qui pensent que c'est essentiel de vivre en démocratie. Les fameux millennials, c'est 30%. Et la courbe, elle est en baisse en fonction des tranches d'âge. Le nombre de personnes qui pensent qu'un régime autoritaire serait finalement salutaire est en très forte croissance dans un grand nombre de pays. Il y a même une espèce de période dans laquelle les modèles autoritaires, les contre-modèles, je sais pas, chinois au niveau international, rwandais au niveau africain, sont en train d'essayer d'imposer leurs normes en disant finalement ça fonctionne. Sur la situation française, est-ce que par exemple Reporters sans frontières peut aller demander un rendez-vous à Jean-Luc Mélenchon ou à tout homme politique qui tiendrait ce genre de propos pour lui expliquer ce qu'on en pense, ce que vous en pensez, parce que c'est votre, enfin il me semble que c'est votre. Non, mais nous on a réagi de manière très forte, et d'ailleurs par une tribune, ne serait-ce qu'une tribune dans le Parisien m'a valu une campagne sur les réseaux sociaux. Non, mais où Nicolas n'a pas tort, c'est que les choses sont passées. La déclaration de Jean-Luc Mélenchon est passée relativement, pas comme une lettre à la poste, parce qu'il y a eu des choses. Mais je pense qu'elle est quand même beaucoup citée, qu'elle a beaucoup heurté. Non, ce que je veux dire, Christophe, c'est qu'elle a, mais elle a libéré la parole. C'est absolument la gravité. La parole et les actes. La parole et les actes. Sur les ronds-points dont on parle, à partir du moment où ça a été prononcé, où ça a été justifié, où ça a été d'une certaine manière, voilà, c'est comme ça, c'est validé, allons-y. Et là, tu parlais d'une crise démocratique, certainement aussi. Je veux dire que la démocratie aujourd'hui, l'information, elle est sur Facebook. On n'a plus besoin de nous. Alors justement. On n'a plus besoin de nous. Peut-être, attendez, juste un petit mot de Philippe. Et ensuite, comme on est en Facebook Live, il y a des questions qui nous arrivent auxquelles j'aimerais bien que vous répondiez également. Philippe. Moi, ce qui m'a étonné, j'ai dirigé des rédactions avec Nicolas d'abord, c'est passer la sidération des journalistes agressés et détestés. C'est la facilité, la rapidité avec laquelle les rédactions ont battu leur mea culpa en disant mais est-ce qu'on est si mauvais que ça? Est-ce qu'on est si proche du pouvoir que ça? Est-ce qu'on a les mêmes éditorialistes sur toutes les chaînes? Est-ce que vraiment on ne donne pas les vrais chiffres de manifestants? Est-ce que vraiment on fait l'impasse sur les violences policières? Mais qu'est-ce qui vous a choqué, Philippe, dans cette remarque? Non, c'était choquant. L'autocritique trop rapide? Oui, je pense que les rédactions en France, j'en suis sûr, font très bien leur métier. Ils se posent des questions toutes les 5 minutes, tous les jours. On ne prend pas l'antenne à BFM ou à France Info de manière un peu désinvolte. Tiens, on va aller filmer des mecs qui s'agitent sur les Champs-Élysées. Donc le métier, il est extrêmement respecté. On a une éthique. Les gens travaillent beaucoup. Or, on s'est auto-flagellé en disant oui, peut-être qu'on n'est pas si bon. Et du coup, j'ai vu apparaître l'apologie du live, du direct, avec Brut et compagnie. Et la seule référence journalistique désormais, c'est on filme tout de A à Z sans rien monter. J'enseigne tous les matins à mes 350 étudiants le contraire.
On fait des images, on les monte et ça a un sens. C'est notre métier. Oui, mais Philippe, tout de même, quand vous regardez les sondages de confiance, les journalistes sont mis Oui, dans le mais même panier que les politiques. C'est pas nouveau, ça date Non, pas mais, de non, mais moi. d'accord, mais là, si vous voulez, on atteint quand même un niveau où on se demande si les gens ont encore confiance dans ce qu'ils entendent, dans ce qu'ils lisent ou dans ce qu'ils écoutent. Yannick. Non, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'on oppose le droit de manifester, la liberté de manifester et notre liberté aussi et notre droit donc aussi d'informer. Donc il faut qu'on fasse aussi très attention. Je voudrais dire une chose, parce que comme tu enseignes à des étudiants, moi, c'est la première fois que bon, j'ai 30 ans de maison, c'est la première fois que je vois, et je pense que c'est un peu la même chose aussi partout, des journalistes, jeunes ou moins jeunes, qui vont sur des manifestations, mais harnachés comme jamais, et comme ça ne devrait jamais être. C'est-à-dire, ils ont des casques, On parlait des hommes de sécurité ils ont des masques, il y a des gardes du corps qui les accompagnent. Lorsque moi j'ai fait ce métier-là, je n'aurais jamais pensé qu'on en arriverait là. Et ces journalistes-là, notamment qui sortent des écoles, n'ont pas fait ça pour ça, quoi. Ils sont là pour raconter, ils sont là pour relater, et là on les envoie. Enfin, ils vont chaque jour, en tout cas chaque samedi, donc notamment traiter d'un fait d'actualité très fort et une crise très forte. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, je pense qu'il y aura un avant et un après Gilets jaunes. Ça, c'est une évidence, et qui vont, mais certains presque la peur au ventre, parce qu'en disant j'espère que je vais pas m'en prendre une, quoi. Et ils y vont, ils sont sanglés dans des trucs. Enfin, c'est dingue, quoi. Céline et ensuite Isabelle, donc pour les questions Facebook. Non, je voulais juste dire que moi j'ai vu aussi des journalistes parfaitement incroyables et exceptionnels, d'une endurance malgré ces circonstances insensées. J'ai vu, je sais pas si vous avez vu cet épisode, un de nos journalistes qui est raccompagné avec filmé par des gilets. Une partie d'entre eux, en tout cas un groupe, qui ne peut pas se retourner, qui travaille, le journaliste le raconte, comme en territoire de guerre, en disant, là, la seule chose importante, c'est de quitter les lieux, de ne pas aggraver la crise, et qui, cela étant, n'est pas aussi humilié qu'on croit, parce qu'il a la main sur son destin, parce que comme il connaît bien ses terrains, ce qu'il fait, c'est qu'il va surtout pas à sa voiture, comme le lui demandent les gilets jaunes. Il va en direction de la préfecture, comme ça il les emmène directement à la police. Et d'ailleurs, quand ils aperçoivent les policiers, ils les relâchent. Et ce journaliste, avec son équipe, qu'est-ce qu'il fait dans la foulée? Parce que ça se produit à 10h du matin. Il couvre la manifestation de Bourges toute la journée, et il dit sur l'antenne que cette manifestation se passe bien. Parce qu'elle se passe bien, et que le journaliste honnête qu'il est relate ce qui se passe, en parallèle de quoi il racontera évidemment aussi cet autre épisode, mais il fait son travail de journaliste, et donc je voudrais souligner à quel point les journalistes de terrain ont été remarquables, et comment néanmoins, un certain nombre d'entre eux ont vécu des choses trop difficiles, ont pour certains dit peu nombreux, mais malgré tout, moi je ne vais plus sur les ronds-points, et comment collectivement les journalistes de BFM TV et symboliquement ont dit un lundi, aujourd'hui nous n'irons pas. Isabelle. Alors, on a plusieurs questions, dont une d'un étudiant en journalisme qui vous fait remarquer que certains médias comme Brut et RT France sont appréciés des Gilets jaunes, et il vous demande pourquoi. Parce que la formation est brute, elle n'est pas coupée, pas montée, et pour eux c'est la vérité. Un journaliste qui filmerait, qui montrait en voiture ou il passe à la rédaction un reportage, il a un point de vue, il change les images, il a une narration, et ça c'est insupportable. Le mieux c'est le live permanent, et il faut faire du direct du matin au soir, c'est n'importe quoi. C'est vrai que Stéphanie qui est de RT, je suis courageuse. C'est bien, on est pour le débat. On a parlé plusieurs fois de Rue Châteaudet. Moi j'ai été 12 ans sur BFM TV, aujourd'hui je suis passée sur RT France, tout le monde ne le ferait peut-être pas parmi vous, en tout cas moi je l'assume. Je n'ai pas j'ai juste changé de maison, je fais mon métier d'une manière la plus honnête possible. Donc, à la réponse, je veux dire, c'est de l'info brute, voilà, on fait couler le robinet. Non, moi j'ai été en édition spéciale plusieurs samedis, j'étais moi-même en plateau. Ce qui se passe, c'est que oui, on fait des lives, en tout cas pour ce qui est de la télé, je ne parle pas forcément du net. On fait des lives, on fait une édition spéciale comme on les faisait sur BFM TV avec des invités. Pour ma part, j'apporte tout le temps la contradiction, tout le temps. J'ai plutôt intérêt à le faire si je veux maintenir ma réputation. Donc je ne comprends pas sur le faux procès de
Voilà, c'est brut, on les laisse parler. Alors c'est vrai qu'on leur donne, on leur donne la parole. Ça, non mais brut, c'est aussi le format viral, attention. Non. C'est un robinet du matin. Non, parce que brut, c'est aussi le format viral sur Twitter. Vous savez, les petites interviews. J'ai regardé la chaîne, si je peux me permettre. C'est pas un robinet. Il y a des... Brut, vous êtes dans la manip du début à la fin, ça va être continu. Il n'y a pas de recul. Yannick, on ne va pas faire un procès de non, mais on n'est pas là pour faire un procès. On est là surtout pour essayer de trouver des solutions, on crée du lien entre ceux qui nous écoutent, qui nous lisent, qui nous regardent et la profession de journaliste. Non mais vous avez raison. Il y a une chose qui est juste quand même, c'est que le live, pour beaucoup, est devenu la vérité. Et c'est terrible ça pour nous. Et je vise personne, parce que on fait du live aussi, nous, donc on en fait tous. Donc évidemment, le live est devenu la vérité et ça ne peut fonctionner que s'il s'est mis en miroir du décryptage, des explications, des interventions qu'on peut avoir aussi en plateau. À mon sens, il ne permet pas de faire le métier qu'on a tous appris et qu'on aime, c'est-à-dire de hiérarchiser l'information. Quand tu fais un journal, radio, et que tu n'es pas en live, tu peux hiérarchiser tes informations. Mais 68 Europe 1, c'était du live. Non mais c'était du live. C'était du live. Est-ce que le live permet, c'est une question, j'allais dire, professionnelle que je pose, qui se posait en mai 68 à Voilà, est-ce que ça permet de hiérarchiser ce qu'on fait puisqu'on est en live? Ça permet d'avoir un contrôle de son antenne, ça permet d'avoir des contrepoints en studio, ça permet d'interrompre quelqu'un. Je veux dire, il y a toute l'attitude de continuer à faire ce métier. En revanche, ce qui n'est pas faux, c'est que c'est un exercice très différent de celui qui consiste à fabriquer un JT ou un journal papier où on a devant soi plusieurs heures pour articuler différents sujets. C'est une manière très différente de faire. La raison pour laquelle moi, j'ai choisi de travailler pour une chaîne info à plusieurs reprises, c'est que je pense que le live est présent, est disponible, et qu'il faut que des journalistes s'en saisissent. Qu'il ne faut pas que le live, qui par les moyens techniques est accessible, ne le soit que par des gens qui, d'une manière ou d'une autre, l'utilisent à leur propre intérêt. Il faut que des gens qui vont avoir une démarche la plus responsable, la plus honnête, la plus juste possible, se saisissent de cette possibilité et le fassent en responsabilité, avec toutes les difficultés que ça représente. Mais par exemple, une chose fondamentale, à la veille de chacune de ces manifestations, j'ai redit à travers des mails, les violences, elles existent, jamais elles ne doivent exister en direct. Une personne qui frappe une autre personne, quelle qu'elle soit, c'est pas une séquence qu'on doit jouer live. C'est une séquence qu'on doit arrêter quand elle intervient, quand elle apparaît, parce que malheureusement, on peut pas complètement empêcher. Dans ce coup, il y a une échauffourée, il se passe quelque chose, ça va plus vite qu'on ne le voudrait. On arrête. Et cette image, on essaye de la retrouver après, de la travailler et de la mettre en perspective. Donc, il y a des moyens en réalité, y compris avec le live, de travailler correctement. Mais justement, c'est peut-être le plus dur. Et donc, ça suppose d'être particulièrement costaud et expérimenté. Et d'où l'importance, parce que je sais qu'on y travaille tous, de l'éducation aux médias, et c'est notamment dès le plus jeune âge, parce qu'il faut expliquer que quand on fait un montage, bah oui, on fait des choix éthiques, déontologiques, journalistiques, parce qu'on veut raconter donc aussi quelque chose et qu'on oppose un point de vue à un autre point de vue et qu'on explique. Et que le montage, ce n'est pas de la manipulation, c'est notre métier. Et ça, c'est vrai qu'on sent bien et on voit bien qu'il faut l'enseigner le plus tôt possible. Et convaincre. Isabelle, donc les autres questions. Alors une autre question. Oui, le tout info, parfois, voire souvent sans recul, n'a-t-il pas contribué à modifier l'image de la profession ? C'est un peu la même question que sur le live en fait. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'il y a eu un âge glorieux du journalisme et qu'aujourd'hui, ce serait moins bien. Au passage, si on relisait attentivement tout ce qui s'est passé dans l'histoire du journalisme, on verrait qu'il y a eu toutes sortes d'épisodes et toutes sortes de moments compliqués, des erreurs qui ont été commises, des fautes même parfois, et qu'il n'y a pas eu d'âge d'or tel qu'on voudrait nous le dire. La réalité, c'est surtout aujourd'hui que, en effet, ce live demande une attention extrême et d'être traité avec une attention très importante, ça c'est vrai. Et l'autre chose qui se passe, et la raison pour laquelle les rapports s'organisent autrement, c'est à la fois ce qu'on a dit, c'est-à-dire que l'ensemble
des pouvoirs et des institutions de la démocratie sont fragilisés, et l'ensemble des acteurs de la démocratie se critiquent très violemment mutuellement. Donc la politique dit du mal des journalistes, peut-être que les politiques considèrent qu'on est trop sévère avec eux, mais vous voyez comme moi comment on peut aussi être très sévère avec l'école par exemple, ou très sévère avec la justice, et comment tout ça finalement, le pacte commun, il est fragile. Et par ailleurs, il y a un autre phénomène qui est la technologie. Et la technologie, elle fait que les gens veulent moins de hiérarchie et qui vivent les journalistes comme en surplomb, comme leur expliquant la vie. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le supportent plus et qui nous le renvoient en nous disant, au fond, on veut un journalisme auquel on est plus associé, auquel on participe plus, où vous nous écoutez plus. Et pour cette raison, ils nous critiquent parce qu'ils ont le sentiment que cette demande n'est pas réceptionnée. Ce que tu viens de dire sur les protagonistes de la démocratie qui luttent entre eux me fait penser à un tableau de Goya qui est au musée du Prado à Madrid, et dans lequel on voit deux hommes en train de se mettre sur la figure avec des armes blanches, très violemment, obsédés l'un par l'autre, sans voir qu'en fait, leur ennemi commun, c'est les sables mouvants, dans lesquels l'un et l'autre sont en train de s'enfoncer. Et en fait, ce qui est en train de se passer, là, on parle de symptômes. Et s'agissant des symptômes, ils sont vraiment graves, parce que si on regarde le sondage publié par la Croix, moi je trouve que l'un des chiffres les plus faramineux du sondage, c'est qu'il y a, si mon souvenir est bon, et j'espère ne pas commettre une erreur, seulement 30% des gens en France pour dire qu'il n'est pas du tout légitime de frapper les journalistes, de les attaquer. Seulement 30%. Donc ça appelle quand même à la fois un constat très lourd, et quelle solution a-t-on pour sortir de ce système de détestation, de haine, certes lamentablement encouragé par des responsables politiques, mais qui manifestement touche à quelque chose de plus profond. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui, de lui-même, a convaincu 70% des Français. Et en fait, on est aussi dans une crise de l'espace public. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, au fond, depuis les années 90, aussi au fur et à mesure de cette montée de la haine? C'est qu'on est passé d'un système de l'information, finalement très régulé par les garanties constitutionnelles, le droit était applicable, dans un cadre national, avec un espace national défini, un espace public très distinct de l'espace privé. Tout ça, avec les nouvelles technologies, a sauté. Il y avait beaucoup de garanties totalement invisibles pour le grand public sur l'honnêteté, l'indépendance de l'information, dont on peut tout à fait considérer qu'elles étaient insuffisantes, mais elles existaient. Je sais pas, la loi Bichet en matière de distribution de la presse écrite, les conventions du CSA, on peut trouver que tout ça, souvent, n'est pas toujours à la hauteur, mais il y avait des choses. Et dans l'espace de l'information digitalisée, globalisée aujourd'hui, ces garanties, en fait, elles ont sauté. Donc on se retrouve dans une espèce de jungle informationnelle dans laquelle, pour la première fois dans l'histoire, et ça c'est tout à fait nouveau, et on ne s'en sortira pas simplement avec l'application de la loi de 1881, je crois, c'est que sont en concurrence directe du journalisme de qualité, du journalisme qui satisfait le narcissisme de tel ou tel, ce qui était autrefois la discussion à la table du dimanche, la rumeur, la propagande, l'information sponsorisée par l'intérêt, la publicité. Et il n'y a pas du tout de système de garantie. Oui, alors je n'ai pas utilisé le terme, puisque le principal propagandiste du terme n'est pas un modèle. C'est vrai, mais il n'empêche qu'il y a des gens qui aujourd'hui font une chose qu'on ne faisait pas, quand même, qui est de intégralement fabriquer du faux, au point d'ailleurs qu'aujourd'hui on peut reconstituer un faux discours avec la voix et l'image de tel leader politique et lui faire dire exactement le contraire de tout ce qu'il dit et de tout ce qu'il pense, quoi. Donc ça va très très loin. Avant, on était parfois trompé par des choses un peu malhonnêtes. Là, il y a des gens qui fabriquent des choses pour nous tromper, quoi. Mais pardon... La question, peut-être juste pour finir là-dessus, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais alors moi j'ai le sentiment, pardon, je vais pas être ultra pessimiste pour l'être, mais où j'ai un vrai sujet, bon, parce qu'on commence là, dans ce débat, à parler un peu des réseaux sociaux, mais on a une régulation en France, il ne faut pas l'oublier, via le CSA, pour ne pas le nommer, qui contrôle, régule à la moindre virgule près ce qui est dit en radio, ce qui est dit en télé, après et ce qui est écrit. Bon, le problème des sites dont on parlait tout à l'heure, ou des réseaux sociaux, c'est que le grand public, avec le complotisme qui gagne du terrain, est persuadé, mais moi j'en entends des gens qui me disent ça, que en fait sur les médias qui sont contrôlés par le CSA, on distillerait une information qui n'est pas l'information qui pour eux a de la vérité,
qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux, parce que le public, au sens large, ne fait pas forcément, Céline a raison, la différence entre une information contrôlée par des journalistes et une information sur des réseaux sociaux où les gens se disent journalistes et sont témoins de quelque chose. Et pour eux, la preuve que ces informations sont bonnes, c'est qu'elles ne sont pas relayées par ce qui s'appelle les médias officiels, qui, eux, sont contrôlés par le CSA. Donc la régulation en France, pardon, mais tant qu'elle sera uniquement sur les médias que vous représentez aujourd'hui, c'est un souci et c'est très compliqué d'expliquer au large public que ce qu'ils lisent, ce qu'ils voient comme vidéo sur les réseaux sociaux ne sont pas des informations à coup sûr. Mais aujourd'hui, on est dans un système qui est rempli de distorsions de concurrence. L'information, à cause du fonctionnement algorithmique et des biais cognitifs des êtres humains, une enquête du MIT l'a prouvé, les informations fausses, elles ont un potentiel viral 6 fois supérieur à des informations exactes. La question, c'est pas que ce soit, alors le terme contrôlé par des journalistes, en tout cas vérifié, c'est pas que ce soit vérifié par des journalistes, c'est il y a un effet mécanique. Ça favorise d'ailleurs les régimes despotiques, qui eux peuvent envoyer de la propagande sans importer des contenus produits dans des conditions pas nécessairement parfaites, mais plus satisfaisantes. Et la question, c'est comment on fait pour fixer des obligations, par exemple aux plateformes numériques, auxquelles finalement, d'une certaine manière, les plateformes numériques, elles remplissent aujourd'hui le rôle que remplissaient hier les régimes démocratiques. C'est elles qui édictent les normes, les architectures de choix de l'espace public. C'est elles qui disent ce qu'on peut voir et ce qu'on peut ne pas voir. Au-delà de ce qui doit être exclu au titre des exceptions à la liberté d'expression, c'est elles qui créent l'équivalent de ce qu'étaient les kiosques à journaux, les réseaux de distribution. C'est elles qui... Et en fait, en tant que consommateur, on l'a tous accepté, mais sans poser d'obligation. Et Mark Zuckerberg, aujourd'hui, on considère d'une certaine manière que c'est sa liberté d'expression que de modifier son algorithme. Est-ce que vraiment un modèle démocratique peut accepter ça de Mark Zuckerberg? Est-ce que demain, quand, et ça arrivera, et ça commence, Weibo a annoncé, le réseau social chinois, qu'ils allaient étendre leurs activités à l'international, est-ce que lorsqu'ils prétendront un accès dans des pays démocratiques, on sera cantonné à dire c'est la concurrence entre Weibo, Facebook et d'autres? Ou est-ce qu'on a, sur la neutralité de ce qu'est l'espace public, de l'espace, pas évidemment des acteurs dans l'espace public, ça serait totalement absurde, de la transparence, je sais pas, les lois avant on les connaissait, maintenant les lois elles ne sont pas transparentes, c'est soi-disant l'équivalent de la recette de Coca-Cola. Et donc là-dessus, nous on a lancé une initiative sur l'information et la démocratie, avec une commission composée qui a dicté une déclaration sur l'information et la démocratie, avec des prix Nobel, Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Mario Vargas Llosa, des grands journalistes en proie à des régimes autoritaires, des spécialistes des nouvelles technologies. Et 12 chefs d'État et de gouvernement, le 11 novembre, ont affirmé qu'ils allaient lancer un processus politique pour arriver dans l'année à un pacte sur l'information et la démocratie qui vise à rétablir des garanties dans un espace globalisé. Et puis après, il faut arriver à faire des choix et comment on favorise l'information fiable. Et là, je pense qu'il ne faut pas qu'on raisonne en tant que journaliste. Parce que le grand public s'en fiche que l'information elle vienne de journalistes ou de pas journalistes, de médias avec un statut de médias ou d'autres sources d'information. La question, c'est celle de comment on promeut l'indépendance de l'information, la vérification des informations, le respect des règles de déontologie, quelles que soient les lignes éditoriales, et sans vision, j'allais dire, de défense corporatiste. Et ça, c'est un enjeu aujourd'hui. Isabelle. On a une nouvelle question. Oui. Quelles sont les stratégies déployées par vos différents médias pour retisser ce fameux lien qui a été cassé avec les différents publics? Nous, on travaille, je le disais tout à l'heure, sur l'éducation aux médias. On va faire en sorte de suivre des classes dans des écoles pour expliquer la manière dont on fonctionne. Je crois qu'il y a une grande demande du public ou des publics sur une transparence, sur la manière dont on fonctionne, sur ce que j'appelle moi la fabrique de l'info. Je pense qu'on doit peut-être plus expliquer, montrer la manière dont on fonctionne. Il y a le travail qu'on fait et qu'on va faire, par exemple nous on va amplifier ça sur le fake news, sur les fake news, avec un rendez-vous notamment dans le 20h, dans les prochains jours, pour démonter une stratégie de communication donc ou autre, démonter une information de manipulation, parce qu'effectivement on a du mal à trouver le terme français, parce qu'une fausse nouvelle n'est pas le bon terme, parce que ça veut dire qu'il y a eu une intention malhonnête de
manipulation. Donc il faut qu'on le démonte, il faut qu'on explique ça. Donc sans doute qu'on soit un peu plus transparent et puis qu'on s'interroge aussi. On disait aussi tout à l'heure, moi je n'oppose pas ceux qui feraient bien et ceux qui feraient pas bien, parce qu'on fait tous aussi des erreurs. Nous on a fait une grosse connerie, hein. On a effacé quand même un truc sur une photo suite à une initiative donc vraiment personnelle. C'était Macron démission. Voilà, non, c'était Macron dégage, et le dégage a été enlevé suite à une initiative donc individuelle. Donc ça c'est quand même une sacrée connerie. Donc ça doit nous interroger sur la manière dont on fonctionne. Donc ça veut dire que à l'occasion de cette erreur, de cette faute, on se réinterroge sur le statut de l'image. Qu'est-ce qu'une image? Notamment les images d'illustration qu'on met dans les écrans derrière un présentateur, ou comment on illustre une personne donc en direct. Parfois on a appelé ça, quand on y pense, c'est complètement stupide, une image prétexte. Il n'y a pas d'image prétexte. L'image n'est jamais prétexte. C'est ce qu'on apprend dans les écoles. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, on l'a peut-être un petit peu oublié. Donc c'est tout ce travail-là, à la fois de transparence, de travail aussi sur nous-mêmes, sur nos process, sur nos validations, et puis le travail sur les fake news. Je crois qu'on nous attend beaucoup là-dessus. Justement, il y a une question sur les images. Une jeune journaliste vous dit: montrer autant d'images de violence, n'est-ce pas influencer les téléspectateurs à se forger une opinion parfois différente de la réalité de l'information? Je réponds volontiers là-dessus. La difficulté, c'est que quand il y a des violences très importantes dans le pays, comme je le disais tout à l'heure, ce qui serait aussi problématique, c'est de ne pas les montrer, comme si on ne voulait pas les voir. Donc ce serait une autre difficulté. En revanche, il y a un énorme sujet sur l'exécution, c'est-à-dire comment est-ce qu'on monte ces images. Par exemple, évidemment, si vous êtes très près du feu et que vous êtes quasiment dans le feu, vous ne montrez pas la même image que si vous êtes plus loin et qu'on voit une perspective et que du coup ce feu paraît moins dangereux. Ouais, il fait moins peur, il est moins impressionnant. Donc il y a toute une logique de... Vous voyez, par exemple, ça, c'est aussi la crise qui change les choses, parce que je me souviens d'avoir entendu quelqu'un dire ils étaient beaucoup trop près. Bah, historiquement, les journalistes, ils n'étaient jamais trop près de la situation dont ils allaient parler, quoi. On reprochait jamais. Enfin, vous voyez, on vous disait aux journalistes, allez au plus près, quoi, des sources et des événements. Bon, ben là, c'est pas si simple que ça. Donc, ok, faut travailler là-dessus, faut y réfléchir. Et il y a une chose fondamentale sur laquelle on travaille. On va travailler à une charte de l'image à BFM. Parce que, au fond, dans l'histoire de la chaîne, il y avait ces fameuses boucles où on a une image et elle tourne. Et très clairement, ça, c'est plus du tout possible, accepté, tolérable, voilà, parce que quand parmi ces... En fait, il y a deux types d'images. Il y a des images anodines. Et donc, pourquoi elles tournent? Puisqu'elles ne disent pas grand-chose, elles sont les fameuses prétextes. Ou bien, au contraire, elles sont graves de toutes sortes de manières. Et alors là, encore plus, pourquoi elles tournent? Céline, juste avant de passer la parole à la salle, parce que je sais que vous devez ensuite y aller, il y a quand même un sujet, moi je me souviens, sur lequel on réfléchissait, donc ça date un peu pour moi maintenant, à l'époque quand je dirigeais LCI, c'était l'incrustation de la date des images. Parce que, alors évidemment, ça surcharge l'image, etc. Parce que si vous passez une image, notamment sur BFM, je dis BFM non pas pour stigmatiser, pas du tout, mais parce qu'on sait que c'est la chaîne du hard news et on sait que c'est la chaîne de l'événement plus que d'autres. Si vous passez une image sans indiquer, me semble-t-il, mais c'est vrai pour toutes les chaînes d'infos, la date de ce que vous passez, on peut croire, parce qu'on sait que vous êtes en direct et que vous êtes capable de couvrir n'importe quel événement, que ce que je suis en train de regarder, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a deux choses. Normalement, mais manifestement, c'est pas suffisamment franc. Il y a deux choses. La première, c'est que quand on utilise des vieilles images, on écrit images d'archives. Quand elles ont 2 heures, évidemment, on n'écrit pas images d'archives. Donc là, il y a voilà. Et par ailleurs, quand on est en direct, on écrit direct. Et on l'enlève, mais je pense que le fait qu'on l'enlève n'est pas sensible quand on n'est pas en direct. Moi, je pense qu'une bonne partie du sujet est quand même résolue par la question de la boucle. C'est-à-dire que c'est surtout celle-là qui est comme ça fatigante, vous voyez, ou qui vous roule sur les nerfs. Mais sur image d'archive, ça existe déjà. Direct ou pas direct, il apparaît et il s'en va.
Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas raffiner sur ce sujet. Sur ces bonnes paroles, il faut malheureusement que je vous laisse. Alors, parce que deux questions, si vous il avez faut que je me pour- sauve. c'est- Je suis oui. vraiment navrée. Il faut absolument Ah bon. que je me sauve. J'ai promis. Bon. Je vous prie de m'en excuser, mais j'ai un rendez-vous Alors, à il y a- 20h30 à l'autre bout de Paris. Bon. Et je vais essayer de traverser Paris sous la neige. Si toutefois Merci il neige. beaucoup. Non, il neige pas, ça va. Merci beaucoup. Voilà, je suis navrée. Il faut vraiment que je me sauve. Pardon ? La prévision météo n'est pas une science exacte, manifestement. Eh oui. Ouais. En revanche, je vous recommande quand même de faire attention pour demain matin. Parce que si les prévisionnistes ne se sont pas complètement trompés, il devrait y avoir un peu de neige. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va passer à quelques questions. Madame, je vous en prie. Pour revenir à la question de pourquoi les journalistes sont détestés, vous n'avez pas abordé la question de Paris-Province. Moi, je suis intervenue dans une école de journalisme où 91% des étudiants qui étaient en poste l'année suivante étaient à Paris, parmi ceux qui étaient en France. Est-ce que c'est pas aussi un des sujets de ressentiment? Parce que même C'est-à-dire les journalistes, vous voulez dire, à Paris ne représenteraient pas le pays. la fracture. Ce que vous voulez dire, c'est moi qui incarne le Parisien, mais aussi la partie aujourd'hui en France, qui peut vous donner quelques éléments de réponse. Ce qui est vrai, ce qui sort beaucoup, c'est ce reproche fait, et parfois à juste titre, de là-haut à Paris, ou là-bas entre vous, en gros. Et non, mais attendez. Si dans une promo d'anciens élèves, il y en a 91% qui sont à Paris, ça pose des questions. Oui, alors après, il y a effectivement une centralisation à Paris qui fait que la plupart des rédactions nationales sont à Paris, mais ça, c'est très français. Il faut quand même juste pas oublier, Hubert était là tout à l'heure, il est parti au Télégramme de Brest, il y a quand même quelques milliers de journalistes qui travaillent en PQR dans les stations de France 3, dans le réseau de France Bleu, et qui racontent aussi d'autres choses. Mais c'est vrai que les rédactions nationales sont à Paris. J'aurais tendance à vous dire, c'est vrai, on est beaucoup entre nous, on est 13 entre nous, on partage les mêmes infos, les mêmes réseaux, les mêmes restos, les mêmes réflexes. Et ça, c'est un truc dont il faut qu'on se débarrasse absolument. Sinon, on va en crever. On en crève déjà. Tout à l'heure, Eric disait, mais je suis très pessimiste, comment on peut sortir de ça? Moi, j'aurais tendance à dire, il y a quand même un truc qui tombe sous le sens. C'est quand même le regard, le reportage. Je veux dire, on a fait il y a quelques mois maintenant, aux Parisiens, je ne dis pas qu'on est un modèle absolu, mais je pense qu'on a cette qualité qui est d'aller voir un petit peu plus que d'autres comment fonctionnent nos concitoyens et nous-mêmes. On avait fait une une du journal sur, vous savez, l'affaire Nutella. Vous vous rappelez, les gens s'étaient rués dans un magasin pour... voilà. Tout le monde s'était moqué. Qui sont ces gens qui vont acheter du Nutella en gros, voilà, pour économiser 1,20 €, 2,30 €. Voilà. C'était vraiment la risée. On y est allé. En fait, c'était le début des Gilets jaunes. C'était des gens qui étaient juste allés acheter un produit qu'ils ne pouvaient pas s'offrir d'ordinaire, quelque part dans un supermarché du Val-d'Oise. Je peux vous assurer que quand on fait du reportage comme ça, on a fait les 2 pages et la manchette, hein, la une du journal, on l'a assumé. J'ai fait la conférence de débrief le lendemain matin du journal et j'ai dit cette chose à toute la rédaction. J'ai dit, je suis très fier, très très fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce que quoi? Qu'est-ce qu'on a fait au fond? On est juste allé voir des gens, sans se moquer, sans considérer qu'il y avait des sujets qui étaient nobles et des sujets qui n'étaient pas nobles. Et je pense qu'on est en train aussi, nous, parfois, de crever de ça. Je le dis avec mes mots, hein, mais de cette espèce de noblesse qui voudrait que ça, c'est noble parce que c'est nos réseaux, nos machins, notre agenda, nos coulisses qui finalement n'intéressent que nous. Et on a un peu tendance à raconter le monde tel qu'on voudrait qu'il soit et pas tel qu'il est. Et je pense que si on se met à raconter le monde tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit, on a une des clés, il en faudra d'autres. Nicolas, comme personne à Paris, n'a compris pourquoi le 80 km/h posait tant de problèmes. Pourquoi le prix du diesel qui monte pose tant de problèmes? Parce qu'à Paris, on n'a pas de bagnole et on se déplace en 30 fois. Effectivement, on n'a pas compris du tout. Et je pense que vraiment, il faut absolument que nos fondamentaux journalistiques évoluent. On a fait une manchette du journal il y a un an, avec Macron et Édouard Philippe. La manchette, c'était « Ils ont un problème de point le pouvoir d'achat ». C'était il y a un an. Alors quoi, on est surperformant aux Parisiens? Non, on n'est pas surperformant, les journalistes normaux. Simplement, on regarde les choses. Moi, j'ai toujours dit, le journalisme, c'est d'abord un truc. Après, le reste, c'est de la technique, c'est des machins. C'est le regard. Et si on ne retrouve pas notre regard, alors on est foutu. Et ils feront sans nous, et ils font très bien sans nous.
Moi, je vais compléter la réponse parce que je partage absolument ce que vient de dire Nicolas. Le regard, mais en même temps, en arrivant à multiplier les regards. Et évidemment, le monde journalistique, parisien ou pas parisien, et au-delà du monde journalistique, une partie de ceux qui ont la prétention de faire partie des élites sont traversés d'influences idéologiques, sociologiques, et qui, aujourd'hui, sont considérés comme insupportables. Et il me semble qu'on doit remettre en cause, en tant que journaliste, et ça ne sera pas épargné, des réflexions sur les pratiques, mais éventuellement, quelquefois, enfin, et même sur les présupposés. Il y a une chose à côté de laquelle, quand même, les journalistes sont passés longtemps à côté, qui est les effets de la mondialisation. Pourquoi ? Parce qu'au fond, et là je reviens à la grande césure qui est 2005, le traité constitutionnel, où tous les médias sont pour, sauf un qui critique cette uniformité, c'est Marianne, et qui est aussi pour. Et pourquoi ? Parce que, évidemment, en tant que journaliste, on souffre assez peu la concurrence d'un journaliste polonais ou d'un journaliste d'Asie. Tellement notre métier est attaché à la langue, inutile de le dire. Et donc il y a un certain nombre de choses à côté desquelles on est passé, non pas qu'il aurait fallu avoir une ligne éditoriale, où tous on aurait eu une ligne éditoriale différente, mais ça s'est passé. Le deuxième sujet, c'est que le rapport à l'information a changé. Et d'ailleurs, on voit dans le sondage de la Croix que l'appétence pour l'information est extrêmement élevée. Mais il y a une chose qui est un peu tombée, c'est le fétichisme pour certaines informations. Et y compris certaines informations liées à des personnes, liées à des événements. Il y a aujourd'hui une demande de compréhension, d'évocation des effets de système, et moins sans doute des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Est-ce qu'on aurait imaginé il y a 20 ans que le public serait demandeur d'informations sur les conventions internationales, les traités, les négociations commerciales ? Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé et où finalement, sans doute, les journalistes ont suivi, mais peut-être un peu tard. Et là-dessus, parce qu'il y a une angoisse générale de comprendre que finalement le politique, dont on attend du pouvoir, mais n'en a plus tellement, mais donc qui l'a, comment ça se passe, etc. Et là-dessus, je pense que les pratiques, elles doivent changer. Sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure, et là, il se trouve que j'ai donné une interview à une journaliste danoise il y a 2 jours, et je lui ai sorti l'expression sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Elle l'avait jamais entendue. Je me suis dit, tiens, c'est marrant dans ce pays. Alors, peut-être parce qu'il n'y a pas de train. Danemark est l'un des pays les plus heureux au monde. Pourquoi ? Dans les réalités qu'on ne dit pas, il y a des réalités négatives, et puis il y a des réalités très positives. Et j'ai vu qu'il y a un jeune économiste allemand qui dit, au fond, depuis 25 ans, il y a une chose qui s'est produite tous les jours, et où tous les jours, en fait, les journaux auraient pu faire leur une. Mais en fait, on n'en a pas rendu compte. C'est que 137 000 personnes, hier, et ça a été vrai tous les jours pendant 25 ans, sont sorties de l'extrême pauvreté dans le monde. Et donc aussi, il ne s'agit pas de faire du journalisme de solutions positif, à l'eau de rose, etc. Mais il y a effectivement, on a nos propres biais, nos propres prismes, et sans doute que ça nous est fondamentalement reproché. J'ajoute juste un truc sur l'expression « les trains qui n'arrivent pas à l'heure », parce que c'est quelque chose que je sors très régulièrement en conférence de rédaction. Je dis, non, mais les trains qui n'arrivent pas à l'heure, qui n'intéressent, et on me répond, bah oui, mais les trains qui arrivent à l'heure, ça intéresse personne. Je dis, oui, c'est vrai, le train qui arrive à l'heure, il n'y a pas d'information. Mais j'ajoute, il y a peut-être un truc auquel on peut s'intéresser, c'est les trains qui arrivent en avance. Et ça, les trains qui arrivent en avance, ça peut être le début de quelque chose de pas inintéressant par les temps qui courent. Isabelle, puis après une ou 2 autres questions, et puis voilà. Oui, une question d'un jeune journaliste qui se demande s'il peut encore être optimiste sur l'avenir de son métier. Bah oui, bien sûr, c'est un métier quand même formidable. On est payé pour raconter, pour raconter ce qu'on voit et ce qu'on entend. Donc c'est vrai qu'on est dans un monde qui est plus dur et on le voit. On en parle là donc depuis 1 heure, mais oui, évidemment qu'il faut qu'il y aille et que c'est un super métier Et c'est jamais été aussi passionnant. Tout se redéfinit, etc. Mais tout le monde se redéfinit. Donc c'est passionnant que la presse se redéfinisse avec les fake news et compagnie. Et c'est intéressant. On n'a jamais eu autant d'étudiants journalistes dans les écoles de journalisme. Donc tout ça est bon signe. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame ? Là, je fais part des remarques que j'entends régulièrement sur les personnes qui critiquent justement les médias et qui disent « j'arrête la télévision parce que c'est très anxiogène. J'arrête de regarder des informations. » Alors des parents, des enfants, qui suivent de l'intérêt. Est-ce que c'est quelque chose qui, en tant que rédacteur en chef, ne vous pose pas un problème ?
cette information anxiogène, il y a en conséquence un grand malaise. Alors, ouais, moi je trouve que c'est une expression un peu tarte à la crème parce que moi je me souviens, il y a quelques années, il y a 15-20 ans, on a tous entendu, donc moi je bosse à la télé, le 20h est mort, c'est la fin du 20h, voilà, on va tous mourir. Bon, il y a des oracles comme ça qui nous sortent ça un peu de temps en temps. Pour prendre l'exemple du journal de 20h, sur la 2, il y a 5 millions de personnes qui le regardent tous les soirs. Sur TF1, il y a 6 millions, plus les autres offres. Je veux dire. Donc il y a du monde devant la télé. Et il y a un choix, mais phénoménal. On n'a jamais eu en France autant de choix avec la TNT. Après, on prend pas. On doit s'interroger, donc effectivement, sur notre métier, sur ce qu'on propose, sur nos différentes offres. Mais les journaux ne sont pas tous très anxiogène, sans forcément, effectivement, comme tu disais, faire du journalisme de solution. Nous, tous les soirs, dans le 20h de France 2, vous avez nos correspondants à l'étranger, parce qu'on est à peu près le seul média à encore avoir des correspondants à l'étranger, qui nous font des reportages absolument formidables, relativement longs, qui sont pas forcément très anxiogènes, mais où il y a du fond, il y a de la forme, et ça nous fait voir ce qui se passe ailleurs, chez le voisin, même le voisin un petit peu lointain. Donc les journaux, c'est un ensemble de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, mais on fait pas au kilo en se disant bon voilà, on va être très anxiogène, ou bien pas du tout. Je veux dire, c'est un bon bah voilà, il y a des jours effectivement l'actualité est plus dense et plus dure, voire extrêmement dure, et d'autres fois où on peut s'ouvrir aussi un petit peu plus. Donc moi je suis pas aussi pessimiste que ça. Voilà, on va s'arrêter là, même si le débat n'est pas clos. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir accueillis. Merci au Presse Club. Et le débat continue sur les différents médias. Merci beaucoup messieurs. Merci. Merci à tous.